Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 3 mai 2018. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, tout d'abord, nous ferons le point sur l'état de la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond avec le directeur général François Dumont. Des services de l'aide juridique s'offrira à Saint-Raymond un après-midi ou 2 semaines à partir du 14 mai. Le député de Portneuf, Michel Matte, a présidé pour une dernière fois le gala de remise des bourses de la Persévérance. Odile Pelletier de Saint-Raymond a été choisie candidate du Parti Québec solidaire dans Portneuf. Elle sera avec nous en studio. Le documentaire La Maison des Syriens a obtenu la faveur du public au 15e Festival de films pour l'environnement. Et nous parlerons actualité culturelle et communautaire dans Portneuf, Jacques Cartier. Bonne émission. Tout d'abord, faisons le point sur l'état de la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio le directeur général de la ville et aussi coordonnateur des mesures d'urgence, François Dumont. Bonsoir, M. Dumont. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci d'être avec nous. M. Dumont, au moment où on se parle, nous sommes le jeudi 3 mai, sur l'heure du souper. Exact. Quel est l'état de la rivière Sainte-Anne actuellement? Présentement, on est un peu en accalmie, là, finalement. Ça va bien, là, la rivière, avec l'absence de précipitations aujourd'hui. On a essuyé disons un pic de niveau de débit, pardon, la nuit dernière. Oui. Donc, on appréhendait beaucoup ce moment-là. D'ailleurs, on avait averti la population en conséquence. Et disons que la hausse des débits n'ont pas été aussi importante que nous l'avions prévu ou que selon les prévisions du Centre d'expertise hydrique. Alors, on a poussé un soupir de soulagement très tôt ce matin, constatant que finalement la rivière avait absorbé ce débit d'eau important. Oui. Le fait qu'on annonce de la pluie encore pour ce vendredi, est-ce que ça peut changer la donne un peu? Bien, en fait, on demeure en surveillance. Effectivement, la pluie annoncée demain, combinée à la fonte des neiges, le ruissellement, qui est quand même moins important qu'on l'avait prévu également, malgré qu'il est présent et actif. Donc, on demeure en surveillance jusqu'à la fin de la semaine pour s'assurer que les risques sont complètement éliminés. Ouais. Effectivement, qu'il y a un autre sommet là, qui est attendu dans la nuit de vendredi à samedi, en fait, là, si je regarde mes prévisions, tout à fait. Là, donc, de vendredi à samedi, encore une fois, ça arrive toujours dans la nuit, hein, vous savez, M. Beausoleil. Pourquoi donc? Hasard, coïncidence probablement, ou influence de la Lune, je ne saurais dire. Sauf que... Ouais. Donc, les pluies, c'est souvent à retardement, pardon. Donc, une journée de pluie comme demain, bien, on reporte à 12 à 20 heures l'effet sur la rivière. Donc, à surveiller jusqu'à dimanche, jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche, mais on demeure en surveillance et on demande aux gens de surveiller nos différents médias locaux là, pour prendre des nouvelles à chaque jour. Oui. La rivière Bras-du-Nord, oui. Est-ce que c'est à peu près la même situation? La rivière Bras-du-Nord a suivi également la même courbe de niveau. Elle déborde naturellement, présentement, là, de façon mineure dans les champs à proximité là, de la fromagerie Saputo, d'ailleurs. Donc, on la surveille également, celle-ci.
Sinon, on est confiant. Là, la prochaine vague va être moins importante que celle que nous venons de connaître là, dans la dernière nuit. Okay. Alors, on est confiant que la rivière va bien absorber quand même ce débit. Ouais. On n'a pas de boule de cristal infaillible, donc on demeure prudent dans les circonstances. On demande aux gens d'être prudents. On va surveiller la situation de près. Oui. Saison des crues particulière cette année. On a connu en fait les deux formats, si on veut, les glaces et l'eau vive. Effectivement, en moins d'une semaine, on a pu gérer des débâcles et embâcles la semaine passée. Donc, justement, jeudi dernier, on atteignait un haut niveau au centre-ville de Saint-Raymond, causé par les glaces, la présence des glaces et de 2 embâcles, un petit peu en aval du centre-ville, sinon en plein centre-ville. Alors, et cette semaine, complètement en eau vive, libérée des glaces depuis samedi dernier. Alors, 2 situations en peu de temps et un peu décalées comparativement, si on se rappelle, en avril 2014. Donc, oui, chaque printemps amène son... Ben oui, c'est différence. C'est différence, effectivement. Parce que les lacs en haut ne sont pas calés encore. En fait, il faut attendre quelques semaines. Exact, oui. Donc, à la fois, il y a eu quand même une fonte graduelle depuis le printemps et je crois que ça va se poursuivre de façon graduelle, comme vous le mentionnez, là, avec un autre climat là, un peu plus froid là, dans le nord, au nord de Saint-Raymond. Oui. Quelles sont les mesures qu'on peut apporter au cours des prochaines semaines, en fait? Concrètement, la surveillance se poursuit évidemment, là, autant au niveau télémétrie, si on peut le mentionner, ou terrain, des visites terrain. Donc, à chaque jour, même, je vous dirais, à chaque heure, dépendamment des prévisions. Bien, comme je vous le mentionnais avant l'entrevue, aujourd'hui, on a une petite accalmie là, suivant le pic de la nuit dernière. On le sait que jusqu'à demain, c'est plus tranquille. Donc, les gens peuvent dormir un peu plus tranquillement cette nuit. Donc, c'est la surveillance au niveau des prévisions avec les prévisions du Centre d'expertise hydrique. Bien sûr, la collaboration de nos chercheurs qui ont aussi... Qui se poursuit. Qui se poursuit, qui sont plus actifs que jamais avec des données en direct maintenant, là, ce qui est intéressant. Avec la mise en place en rodage présentement là, de nos stations pas de pompage, mais bien de surveillance, là, donc les niveaux, la vitesse, la température également, de l'eau, mais aussi de l'air. Alors, les gens vont pouvoir avoir accès à ces données-là en direct à partir d'une plateforme web. Tout à fait, là, probablement pour la prochaine saison hivernale, assurément, on veut s'assurer de bien la roder, que tout fonctionne bien. Mais d'une façon ou d'une autre, actuellement, les gens peuvent aller voir des photos en direct aussi, des données quand même intéressantes sur le site web de la Ville de Saint-Raymond. Exactement. On a un bon avant-goût là, en allant sur le site web de la Ville. Il y a vraiment une section mini-site qu'on pourrait appeler là, dédiée à la rivière, au suivi de la rivière. À chaque jour, il y a de l'information et des photos tirées de ces stations de surveillance là, le long de la rivière Sainte-Anne. Et le message téléphonique aussi, en appuyant sur le code 8, lorsqu'on appelle à la Ville, qui est toujours en opération. Et oui, tout à fait, M. Beausoleil, vous avez bien, c'est bien de le mentionner. Des fois, on les oublie. On est tellement dans le feu de l'action avec notre rivière. Il ne faut pas oublier aussi nos messages automatisés. On en a fait 2, comme vous avez mentionné, 2 situations différentes, donc 2 messages, là, un la semaine passée, un cette semaine. Et celui de cette semaine demeure en vigueur jusqu'à dimanche et on réévaluera là, à partir de dimanche à lundi là, la situation. Mais on croit bien qu'à partir de dimanche, l'accalmie va être de plus longue durée probablement. Alors, M. François Dumont, directeur général de la Ville de Saint-Raymond et coordonnateur des mesures d'urgence également. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Beausoleil. Bonne fin de soirée. Un point de service de l'aide juridique sera disponible à Saint-Raymond pour les citoyens de la MRC de Portneuf sur rendez-vous à partir du lundi 14 mai prochain. C'est le directeur général du Centre communautaire juridique de Québec, M. Daniel Moffett, qui en a fait l'annonce cette semaine en compagnie de l'avocate mandatée pour rencontrer les Portneuvois, Maître Véronique Martel-Simard, et du maire de Saint-Raymond, Daniel Dion. Les anciens bureaux de l'Association des personnes handicapées de Portneuf au centre Augustine Plamondon, qui a maintenant pignon sur rue à Pont-Rouge, sont aménagés pour accueillir l'avocate et ses clients.
Pour débuter, les rendez-vous seront pris les lundis après-midi aux 2 semaines et augmenteront selon la demande. L'intervention de Mme Annie Raymond de Saint-Léonard de Portneuf au Conseil de ville de Saint-Raymond en début d'année aura eu un effet positif. D'ailleurs, la Ville a adopté une résolution en ce sens les semaines suivantes. Pour plus de détails, écoutons une entrevue que le directeur général du Centre communautaire juridique de Québec, M. Daniel Moffett, nous a accordée. Moffett. Bonjour, M. Beausoleil, vous allez bien? Oui, ça va très bien vous-même? Oui, très bien, très bien. Très heureux aujourd'hui. Ben oui, effectivement, parce que vous êtes à Saint-Raymond et vous allez ouvrir un service, en fait, d'aide juridique ici à Saint-Raymond pour les gens de la MRC de Portneuf. D'où vient justement cet intérêt pour s'installer, offrir un service ici? Bien évidemment, moi, mon rôle comme directeur général du Centre communautaire juridique de Québec, c'est d'essayer de m'assurer qu'il y ait des services d'aide juridique disponibles le mieux possible sur le territoire que j'ai à desservir. Saint-Raymond-de-Portneuf fait partie, la MRC de Portneuf fait partie de mon territoire. Et c'est un projet qu'on avait de longue date d'essayer d'avoir un point de service. Et Dieu merci, les circonstances ont fait qu'il y a une citoyenne qui a communiqué avec nous. Et on avait cet objectif-là en tête depuis longtemps et là, on a pu concrétiser ça. La Ville de Saint-Raymond a participé en nous aménageant des locaux. On commence à raison d'une demi-journée par 15 jours. Il y a une avocate de notre bureau du centre-ville qui va venir ici pour recevoir des gens en entrevue. Par contre, on ne cache pas que s'il y a une demande qui est plus grande, on va essayer d'extensionner la fréquence et la durée des visites de Maître Véronique Martel-Simon. Oui. Qui peut utiliser les services de l'aide juridique? Les gens qui sont admissibles à l'aide juridique, c'est des gens habituellement économiquement défavorisés. Et il faudrait que je regarde les nouveaux critères dans mes fiches parce que les critères viennent d'être augmentés depuis le 1er avril. C'est maintenant, ils sont ajustés en fonction du salaire minimum. Donc, comme il y a une hausse du salaire minimum, nous, on regarde les salaires de ces gens-là. Il y a des barèmes différents que la personne soit seule, qu'elle soit en couple, qu'elle ait des enfants ou pas. Et il y a deux façons de recevoir l'aide juridique, soit sur un volet gratuit, c'est-à-dire que si vous gagnez, si vous permettez, je vais regarder pour essayer de retrouver mon barème ici. Alors, une personne qui a des revenus de moins de 21 840 $, elle sera admissible gratuitement à l'aide juridique. Par contre, avec le volet contributif qui va de 100 à 800 $, le critère est maintenant à 30 506 $ qu'une personne pourrait contribuer au maximum de 800 $. Au-delà du 30 500 $, bien là, elle doit faire affaire avec un avocat de la pratique privée. Pour une famille, bien, on parle de revenus gratuits, là, c'est des revenus de moins de 35 613 $. Et pour une famille qui gagnait de 2 adultes, 2 enfants, si on prend cet exemple-là, le volet contributif se termine à 50 025 $. Donc, une personne, des gens, je dis 50 021 $. Donc, des gens à peu près à 50 000 $ seraient admissibles moyennant un volet contributif au maximum de 800 $ à l'aide juridique. Oui. Dans quelle cause on peut utiliser justement les services? Les services, c'est très divers. Ça peut être en droit criminel, ça peut être en droit de la jeunesse, ça peut être également en droit civil, en droit social, droit civil ou familial. J'entends garde d'enfants, pension alimentaire. C'est aussi varié que ça. Si on veut contester, par exemple, les prestations d'assurance-emploi qu'on reçoit ou des lois sociales, les lois sur les victimes d'actes criminels, c'est très varié. On ne peut pas poursuivre en demande, mais on est là pour assurer la défense des gens et le respect de leurs droits dans quelle que soit la matière. Au niveau du logement également, souvent des services qui sont couverts chez nous, s'il y a un risque d'expulsion du loyer. OK. Et comment on fait justement pour utiliser les services? Actuellement, il faut prendre rendez-vous, j'imagine? Il faut absolument prendre rendez-vous. Ici, pour les gens de la MRC de Portneuf, parce qu'on s'adresse directement à cette clientèle-là, alors c'est de communiquer avec le bureau du centre-ville au numéro 4167. L'indicatif 418, c'est le bureau du centre-ville qui gère les rendez-vous. On demande que les gens prennent rendez-vous parce que nous, on doit quand même s'assurer que la personne est admissible à l'aide juridique. On doit également être capable de justifier dans nos dossiers avec les preuves à l'appui les revenus de la personne et ses biens parce qu'on tient compte aussi si la personne est propriétaire ou pas d'une maison, des économies, tout ça. Donc, on demande de prendre un rendez-vous avec le bureau au centre-ville. On va fixer un rendez-vous on va indiquer quels sont les documents qui sont nécessaires et à partir
partir de là, on ouvre un dossier. Oui, il y a un bureau disponible maintenant, donc à partir de maintenant à Saint-Raymond, mais le comté de Portneuf est quand même grand. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres points de service éventuellement? Tout à Saint-Raymond, parce que c'est eux qui nous ont offert, je dirais, les facilités les plus accommodantes pour nous. Alors, ça va bien de ce côté-là, mais on n'est pas fermé à ce que dans le secteur de Donnacona, là, je dis ça comme ça, ou un autre secteur, qu'on puisse essayer d'être plus proche pour rendre les services. C'est ce qu'on souhaite, évidemment. OK. Et ça pourrait être possible à la demande, en fait? À la demande, à plus ou moins brève échéance. On va commencer ici, on va voir comment ça va. Puis effectivement, si ça répond à un besoin, bien, ce sera à nous d'essayer de s'ajuster. Je ne veux pas non plus créer d'attentes irréalistes aux yeux de la population, mais je pense qu'on souhaite, évidemment, tout est fonction des budgets qu'on a, de l'organisation des services. On ne veut pas, je dirais, diminuer les services qu'on donne à un endroit pour en donner ailleurs, mais on veut essayer d'être le plus présent possible pour être disponible pour la population. Oui. Alors, M. Moffett, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Les litiges les plus courants touchent particulièrement le niveau familial, l'hébergement et les décisions gouvernementales. Écoutons l'avocate Véronique Martel-Simard. Moi, pour ma part, c'est sûr que comme je pratique au bureau d'aide juridique civile, donc c'est sûr que pour ma part, la majorité de notre pratique est beaucoup en matière familiale, on ne se le cachera pas, en matière de garde d'enfants, pension alimentaire pour enfants, divorce, séparation. Donc, je vous dirais là qu'il y a quand même une très bonne partie de notre pratique qui est à ce sujet-là. Et d'autant plus, ce qui est important à dire aussi, c'est que les gens croient que lorsqu'ils viennent nous voir auprès de l'aide juridique, c'est seulement lorsqu'ils veulent entreprendre une procédure. Mais on offre également des services de consultation juridique. Donc, parfois, lorsque quelqu'un est en hésitation, par exemple, si une relation là, continuera ou mettra fin, bien, à ce moment-là, ça peut être judicieux, à tout le moins, venir prendre l'information, prendre une consultation juridique pour savoir quel impact ça peut avoir si séparation il y a. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de fausses croyances là, dans la population quant aux droits des personnes conjointes de fait, par exemple, versus conjoints mariés. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant de venir chercher de l'information, d'autant plus que c'est important de préciser que auprès de l'aide juridique, c'est confidentiel. Ça veut dire, si quelqu'un vient nous voir, je dis une dame, là, c'est pas pour être sexiste, là, vous comprenez que c'est peut-être plus la majorité des... Mais ça arrive aussi que j'ai des messieurs, des papas qui viennent me voir, puis qui hésitent dans leur relation, mais qui veulent savoir quel impact financier aurait ou quel impact de leurs droits aurait une séparation et qui cohabitent toujours avec leur conjoint. Mais vous comprenez que nous, on pourra assurer la confidentialité à ce moment-là et le conjoint ou la conjointe ne sera pas informé des démarches à cet effet-là. Je vous dirais qu'il y a ça. D'autres sujets aussi qui est souvent très demandé, j'ai envie de vous dire, en matière de logement. C'est pas tous les services qui sont couverts en matière de logement, mais je vous dirais une grande majorité, surtout en matière de résiliation de bail, par exemple. Un locataire qui reçoit une demande en résiliation de bail, qui risque de perdre son appartement, son toit sur la tête, à ce moment-là, ce sera couvert par nos services. En matière d'aide sociale, les décisions de l'aide sociale, tout ce qui est décision, là, justement, Régie des rentes, qui est Retraite Québec maintenant, CSST, SAC, CNESST, pardon, maintenant, je suis encore sur les vieux termes. Bien, ça, c'est des sujets qui sont couverts par nos services puis qu'on a des demandes très régulièrement. Là. Le réseau de l'aide juridique au Québec a été créé en 1972 et la loi sur l'aide juridique a été sanctionnée par l'Assemblée nationale le 3 juillet 1972. Le réseau compte aujourd'hui 11 centres régionaux autonomes, dont celui de Québec qui dessert maintenant Portneuf. Quelques 40 avocats sont rattachés au Centre communautaire juridique de Québec qui dessert aussi les régions de la Beauce, de Montmagny et de Charlevoix. Un point de service pourrait aussi voir le jour prochainement dans Lotbinière. Le député de Portneuf, Michel Matte, a présidé pour une dernière fois jeudi dernier le gala de remise des bourses de la persévérance à des étudiants jeunes et adultes qui ont fait preuve de courage et de force pour affronter les défis de leurs conditions de vie. M. Matte et son équipe avaient initié le projet au début de son mandat comme député en collaboration avec l'organisme Jeune Essor Portneuf. Il s'agissait de la 7e édition qui se tenait dans l'église d'une ville transformée
et qui abrite aussi la bibliothèque municipale. 14 étudiantes et étudiants de niveau secondaire et post-secondaire des écoles de Saint-Raymond, Saint-Marc-des-Carrières, Donnacona ainsi que les centres de formation générale des adultes et de la formation professionnelle, technique et universitaire se sont partagés un montant total de bourse de 3 600 $. Les critères de sélection étaient l'originalité de la présentation, les efforts et assiduité démontrés dans le parcours scolaire, ainsi que l'implication dans le milieu. Le comité de sélection a reçu une soixantaine de candidatures. Ainsi, Julien Beaumont, Anaïs Chantal Piché, Félix Huillon et Thomas Lefebvre de l'École secondaire de Donnacona, Mélissa Alain, Laurie Lamarche-Martel et Amélie Tremblay de l'École Louis-Jobin, ainsi qu'Annabelle Bertrand, Lydia Marcotte et Nicolas Morel de l'École secondaire de Saint-Marc-des-Carrières ont reçu chacun une bourse de 200 $. 2 adultes en formation générale au Centre de formation de Portneuf, Chloé Bédard et Jimmy Petitclerc, ont reçu des bourses de 300 $. 2 étudiants de niveau postsecondaire, Amélie Cassista et José Paquette, ont obtenu des bourses de 500 $. L'animation musicale avait été confiée à des étudiants de l'École de musique de Niarcan de Deschambault. 2 adultes, Cali Dion et Jonathan Tremblay, ont livré des témoignages de leur cheminement particulier en début de soirée. Cali Dion, mère de 3 enfants, est retournée aux études à l'âge de 30 ans pour devenir adjointe administrative. Elle a terminé l'an dernier une première année en formation générale et elle terminera son plan d'études de 3 ans l'année prochaine. Pour sa part, Jonathan Tremblay, qui doit vivre avec une dyslexie, un TDAH et un trouble d'opposition, s'est retrouvé à 18 ans avec un niveau de secondaire 2. Il rêvait de devenir militaire comme son père. Après un court passage de quelques mois dans le monde du travail, dans une vitrerie à Montréal et quelques mois de chômage, il décide finalement de se prendre en main. Écoutons la suite. Mon temps de chômage, je suis retourné aux adultes. Dans 6 mois, je suis sorti de là, j'avais mon secondaire 5 en anglais. J'ai mon secondaire 5 en anglais, mon secondaire 4 en français, mon secondaire 4 en maths. Je me suis présenté au centre de recrutement, puis ils m'ont pris. OK? À partir de là, j'ai dit, bon, bien, maintenant, je suis rendu un soldat. J'ai eu certains honneurs, comme vous pouvez voir. J'ai eu certaines médailles. J'ai fait ce que je voulais. J'ai fait des tours, des missions. J'ai fait des cours de leadership aussi là-dedans. Mais à travers ça, je me suis dit, je vais quand même finir mon secondaire 5 parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. L'infanterie, c'est bien le fun, mais dans le civil, il n'y en a pas. Fait que j'ai fini mon secondaire 5. Ensuite de ça, ma carrière militaire, elle a fini après une belle carrière de 14 ans, fréquenté bien des gens, fait le tour du monde à peu près. Elle s'est terminée abruptement. Quand j'ai sorti de là, j'ai dit, je vais aller faire un cours en mécanique. J'ai fait un DEP en mécanique. Et là, mes professeurs m'ont dit, toi, tu as vraiment des troubles d'apprentissage. J'ai dit, oui. Mais j'ai fini mon DEP. Ensuite de ça, j'ai pas trop trippé en mécanique. J'ai travaillé là-dedans. J'ai pas trop trippé. Je suis retourné encore à l'école. J'ai fait un ASP en lancement d'entreprise. OK? La madame, elle aussi, elle voulait s'arracher les cheveux sur la tête. Elle me regardait, elle disait, ça n'a pas de sens. Mais j'ai réussi. Je l'ai réussi. OK? Mais j'avais un autre rêve aussi. Je voulais faire de la plongée sous-marine dans ma vie. Fait que j'ai commencé à faire de la plongée sous-marine, puis j'ai dit, hey, c'est donc belle fun, ça. Fait que j'ai fait de la plongée, puis je suis devenu instructeur de plongée sous-marine, puis je suis allé faire mon cours de maître de plongée en Égypte, en anglais. Je vous rappelle que j'ai des troubles d'apprentissage, puis je suis supposé être en prison ou sur bien-être, là. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Jonathan est père de 2 enfants. Il vit à Saint-Raymond depuis 18 ans. Il est membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce régionale. Et dernièrement, il a terminé avec succès les tests d'entrée pour poursuivre des études universitaires et il a été accepté. Odile Pelletier de Saint-Raymond est devenue, dimanche dernier, la candidate du Parti Québec solidaire dans Portneuf en vue des prochaines élections générales du 1er octobre. Odile a obtenu la majorité du vote exercé par la trentaine de membres en règle devant son adversaire Stéphanie Grimard, qui a été candidate de l'Option nationale aux dernières élections générales dans Portneuf. Option nationale s'est fusionnée, rappelons-le, à Québec solidaire et l'ex-chef et fondateur Sol Zanetti affiche maintenant les couleurs de Québec solidaire comme candidat du comté de Jean-Lesage à Québec. Stéphanie a livré un message d'amitié à Odile. Qui m'a permis de découvrir quelqu'un de sincère et d'honnête et je sais qu'elle a
le bien de sa communauté à cœur, puis j'ai aucun doute que tu vas travailler super fort, puis je vais être la première pour être derrière toi, t'appuyer. Odile songeait à cette aventure politique depuis 1 an et son implication comme duchesse de la Revengeance dans le cadre du Carnaval de Québec aura été déterminante pour elle. Je ne le dirai jamais assez, je l'ai dit tantôt. Durant ce projet-là qui est féministe, et j'étais la première duchesse de Portneuf, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai présenté mon comté, je me suis promenée, j'ai rencontré des gens extraordinaires et ces gens-là, j'ai le goût d'en parler, j'ai le goût de les défendre parce que je pense que ce sont des solidaires. D'ailleurs, il y en a qui sont passés cet après-midi dans ces gens-là que j'ai rencontrés. Aussi, je suis très fière de vous représenter. Je suis consciente que le plus gros du travail s'en vient, que ce petit mois-là, c'était de la petite bière à côté de ce qui s'en vient. Mais je veux surtout démystifier les idées de Québec solidaire parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont solidaires et qui ne le savent pas. Un scrutin proportionnel est un enjeu majeur au Québec, selon Odile, que nous accueillons en studio. Bonjour. Bonsoir, Odile. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien, Odile. T'es sûre que tu veux devenir députée de Portneuf à l'Assemblée nationale? Mais oui, pourquoi pas? C'est sûr. Odile, écoute, tu as été choisie justement candidate. Oui. Pourquoi Québec solidaire dans ta vie? En fait, c'est ça. Moi, j'ai eu un cheminement quand j'étais jeune. La politique, c'était important chez nous. J'ai fait du bénévolat. Je n'avais pas encore le droit de vote avec mes parents. Dans ce temps-là, j'étais très pour René Lévesque et j'aimais beaucoup ça. Avec le temps, je me suis désillusionnée du Parti québécois. J'ai fait partie de Option nationale un court moment, en tant que membre seulement. Et puis après ça, je ne savais plus trop où m'en aller. Puis là, le problème, c'est qu'avec Québec solidaire, souvent, on véhicule toutes sortes de choses sur leur programme. Alors, j'ai pris le temps de m'asseoir. Il y a des gens aussi que j'aimais beaucoup, là, que j'admirais, Françoise David, tous les gens qui étaient là-dedans me correspondaient à ce que je pensais. Mais j'ai dit, je vais prendre le temps d'aller lire tout ce fameux programme dont tout le monde parle, puis qui a de l'air donc bien incroyable. Puis quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte que ça correspondait vraiment à mes valeurs, à ce que je crois dans la vie, à ce que je veux défendre. Alors, ça n'a pas été... ce qui a été le plus dur, en fait, c'était de réfléchir à est-ce que je saute en politique? Parce que c'est un monde qui n'est pas très attirant au départ. Mais justement, moi, j'étais chez moi, je discutais souvent avec des amis, puis on parlait de cynisme, puis on était découragés, puis des fois on critiquait. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Si on continue à toujours être comme ça, on reste cynique, on ne peut pas faire quelque chose. Fait que je me suis dit, bon, j'ai réfléchi longtemps. Ça m'a pris vraiment une année là, où j'ai pris le temps d'aller rencontrer un groupe de femmes de Québec solidaire, rencontrer l'ancienne candidate Catherine Côté, etc. J'ai fait toutes sortes de petites démarches comme ça, en plus de bien lire le programme. Et puis là, après ça, je me suis dit, coudonc, c'est une voix que j'ai le goût de porter. La revengeance, comme je l'ai dit, ça l'a influencé parce que... En fait, c'est un mouvement qui nous laisse une liberté de parole puis qui me permettait de présenter le comté. J'ai découvert moi-même des choses, des gens que je trouve qui font des choses extraordinaires. Puis j'ai le goût vraiment de parler en leur nom et pour les défendre, en fait, parce qu'il se passe plein de choses sur le territoire. Puis il faut encourager ces initiatives-là. Puis je pense que ça fait partie des valeurs de Québec solidaire aussi. En gros, c'est à peu près ça. Et justement, approfondissons un peu les valeurs de Québec solidaire. Quelles sont les valeurs importantes pour toi, justement, dans ce parti-là? En fait, il y a la parité homme-femme dont on parle beaucoup, mais que si on ne fait rien, il ne se passera pas grand-chose. Même en ce moment, il y a une légère descente au niveau de l'implication politique. Puis s'il y a plus de présence de femmes en politique, des fois, on n'a pas le goût d'y aller, mais ça va changer un peu aussi, je pense, la façon que la politique va être faite. Une deuxième chose que je trouve hyper importante, on en a parlé dans le petit... le scrutin proportionnel. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, parce que moi, depuis toujours, quand je vote presque toujours pour rien. Alors, faut avoir du courage, il faut vraiment avoir le goût d'aller mettre notre X quelque part quand on sait que ça donne rien. Je veux dire, ce que ça donne, c'est que, c'est des statistiques, point final. Alors, la proportionnelle, ce que ça fait, il y a une partie de l'élection, ce qui a été vraiment mis de l'avant par tous les partis s'entendent, sauf les libéraux qui n'ont pas embarqué pour l'instant, mais il y a un mouvement qui se fait. Alors, c'est qu'il y a d'abord des votes pour des circonscriptions comme en ce moment, moins de circonscriptions, bien sûr, parce qu'il y a une autre partie qui va servir à autre chose. Donc, il y a 75 votes qui se font sous la forme actuelle. On vote pour quelqu'un dans un comté, puis on élit cette personne-là. Après ça, le pourcentage des votes est compté sur toute
le Québec, en fait. Et là, on va répartir les voix qui restent parmi les partis en fonction du pourcentage qu'ils ont eu. Alors, la personne qui a voté pour quelqu'un, bien, son vote va avoir une importance parce qu'il va y avoir quelqu'un au Parlement qui va le représenter. Et en plus, ce qui a été proposé comme projet, c'est qu'il y a une compensation régionale. C'est-à-dire que selon les régions, comment les votes ont été distribués dans la province, bien, supposons que, je ne sais pas, ici, il peut y avoir un représentant d'un parti, mais il peut aussi avoir un autre représentant dans la région qui va être au Parlement parce qu'il y a eu un pourcentage de vote important. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est à peu près ça, en gros. Donc, le vote qu'on va aller faire, il va avoir une influence sur la voix qui va être au Parlement. Puis, il y a souvent des simulations qui ont été faites, puis ça fait des présences beaucoup plus grandes des différents partis et ça oblige les gens à travailler en consensus, à se consulter. Parce que là, ce qui arrive malheureusement avec comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un parti qui rentre au pouvoir, s'il est majoritaire, il fait tout ce qu'il veut, il se fout un peu de ce que les autres peuvent dire, ils ont le pouvoir, puis après, l'autre va arriver puis il va tout briser ce qui a été fait. C'est un peu ridicule parce qu'en fait, on passe notre temps à briser des choses qui ont été faites puis à recommencer, tandis que là, ça oblige au consensus. Et il y a beaucoup de pays dans le monde qui fonctionnent comme ça. L'Allemagne en est un exemple, puis je pense pas que l'Allemagne fait pitié puis que ça leur a donné des gros problèmes. Ça se parle de plus en plus au Québec même. Plusieurs partis politiques sont pas nécessairement la population contre. générale est pas mal pour ça, puis tous les partis politiques se sont accordés ensemble dans le mouvement Démocratie nouvelle. Donc, ils sont tous d'accord. Il y a juste un parti qui n'est pas encore d'accord et c'est le libéral. Parce que les autres sont tous engagés à faire quelque chose de ce côté-là. Comment tu vois le rôle de député, toi, concrètement? Bien, moi, le rôle de député, je trouve, c'est vraiment d'être à l'écoute des gens. C'est la première chose parce que... Et aussi, bien sûr, parce qu'il y a deux aspects là-dedans. Bon, il faut être à l'écoute des gens, comprendre c'est quoi leurs problématiques et tout ça. Mais aussi, il ne faut pas juste voter en fonction de... Bien, pas voter, je veux dire prendre des décisions en fonction aussi de ce que les gens pensent tout de suite. Ce que je veux bien m'expliquer, c'est que des fois, il faut faire des changements dans la vie. Et les gens, en général, même s'ils disent qu'ils veulent voter pour le changement, c'est pas toujours facile. Alors, des fois, quand on est habitué à une façon de fonctionner, on ne veut pas aller à autre chose. Je donne bien que l'exemple des proportionnels. Au fédéral, ils ont dit, on ne le fera pas parce que les Canadiens ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a des choses qu'il faut, des fois, mettre de l'avant pour que la société évolue. Et des fois, les gens sont d'accord avec le principe, mais ils ont peur du changement. Alors, c'est un mélange un peu des deux, d'être à l'écoute, mais aussi de présenter les choses pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est le changement et qu'est-ce qu'on veut apporter d'autre. Mais tu es souverainiste, fondamentalement. Tout à fait, depuis toujours. Puis il y a plein de dossiers où on entend... Bon, là, en ce moment, c'est pas nous qui est la victime de tout ça, mais ce qu'on entend, ce qui se passe avec la Colombie-Britannique, par exemple, en ce moment, c'est à peu près ce qu'on a vécu. Nous, de notre côté, ça a arrêté parce que le pétrole avait baissé au niveau des prix. C'est pas nécessairement parce que les gens avaient fait des... Bon, c'est sûr que ça l'a peut-être influencé, mais dès que le prix du pétrole qui est en train de remonter va revenir, on peut se retrouver avec le même problème. Donc, c'est d'avoir, en fait, le pouvoir sur ce qu'on doit décider. Puis je pense que dans la mondialisation, c'est absurde, là, parce que c'est grand, bien, il faut que les pays réussissent, en tout cas, un plus petit, le Québec, ça serait plus petit et on a une façon de penser qui est différente du reste du Canada. Des fois, on voit des cartes, je ne sais pas si vous les avez déjà vues, ces cartes-là, mais où on voit sur des sondages, sur des opinions, le Québec n'est jamais de la même couleur que les autres. Souvent, on est très différents dans notre façon de voir les choses, dans notre façon... Voilà. Fait que des fois, on se fait, bon, exemple, l'entente avec l'Europe qu'il y a eu pour le bœuf de l'Ouest, bien, ça avait un impact sur nos fromagers ici au Québec. Donc, si on reprend ça plus à un petit niveau, bien, on va peut-être faire des choses qui correspondent plus à ce qu'on veut. Qu'est-ce qui différencie, selon toi, essentiellement le Parti Québec solidaire des autres? Bien, moi, ce que je vois, c'est vraiment de remettre entre les mains des gens, de retourner plus à la base. Je donne un exemple en santé, d'écouter ceux qui sont sur le terrain, de partir du bas et non pas du haut. C'est des grosses structures qui dirigent tout. Je pense que c'est ça la plus grosse partie, et de remettre entre les mains des citoyens un peu plus de pouvoir. D'ailleurs, dans le fonctionnement du parti lui-même, c'est les membres qui décident qui va nous représenter. Bon, comme il y a eu un vote, c'est les membres qui ont décidé. Il y a aussi le programme a été fait par les membres. Alors, c'est voté, c'est discuté. Et c'est pour ça que des fois, sur la place publique, ils sortent des choses, mais c'est des discussions entre les gens. Puis c'est important de pouvoir discuter. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on perd. Puis la discussion, c'est super important parce que c'est avec ça qu'on peut faire évoluer les choses. Dans quelques secondes, ton plan de match d'ici l'élection? Bien, je vais aller rencontrer beaucoup les gens. C'est pour ça aussi, je demandais, dans chaque municipalité, j'aimerais aller voir les gens, mais aussi des regroupements. Il y a beaucoup d'économie sociale dans Portneuf. Fait que je veux vraiment aller voir ceux qui travaillent sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Qu'est-ce qu'ils
en partager c'est quoi leurs rêves, leurs inquiétudes. Puis moi, le rêve, je trouve ça important aussi parce que c'est ce qui peut nous faire avancer dans la vie. Odile Pelletier, candidate du Parti Québec solidaire dans Port-Neuf. Oui. Merci beaucoup, puis merci aussi pour le travail culturel que tu as fait pour nous autres. Ça m'a fait plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. Les membres et administrateurs de la Vélopiste Jacques Cartier-Portneuf tenaient leur assemblée générale annuelle jeudi soir dernier à l'hôtel de ville de Lac-Sergent. D'entrée de jeu, le président Marc Ouellette a signifié que le programme fédéral PIC 150 et le retour du programme provincial d'entretien de la route verte auront permis en 2017 de réaliser une bonne cure de rajeunissement à la Vélopiste d'une longueur de 68 km reliant Saint-Gabriel-de-Valcartier à Rivière-à-Pierre. 2017 aura été une année de gros travaux d'entretien et même de construction avec l'affaissement majeur de la piste dans le secteur du lac Simon à la fin de 2016 et plusieurs ponceaux à refaire. On estime à quelques 200 000 le nombre de cyclistes qui sillonnent la Vélopiste à chaque année. 16 000 passages enregistrés en 2017 à Saint-Raymond comparativement à 14 000 en 2013, 36 000 passages à Duchesnay, une baisse de 4 000 par rapport à 2016 et 134 000 passages en 2017 à Valcartier, comparativement à 110 000 en 2013. La navette vélo, qui offre un transport par autobus aux cyclistes qui veulent vivre l'expérience de la descente à partir de Rivière-à-Pierre, sera à nouveau en service en 2018 durant 4 samedis, les 21 juillet, 4 et 18 août, ainsi que le samedi 29 septembre. En raison du mauvais temps, une seule navette vélo sur 3 a pu offrir le service en 2017. Le concept de l'escapade vélo-train de Montréal-Québec avec un arrêt à Rivière-à-Pierre et descente en vélo vers Québec se développe de plus en plus. La vélopiste est directement reliée à la ville de Québec par le corridor des cheminots. En 2018, les dirigeants de la vélopiste entendent, en plus de poursuivre l'entretien de la piste, produire et distribuer une nouvelle carte, réaliser un nouveau site web pour l'adapter aux tablettes, téléphones ou ordinateurs, en plus d'organiser 3 journées sécurité à vélo. Sur le plan financier, l'organisme sans but lucratif reçoit quelque 244 500 $ en subventions, dont 102 450 du ministère des Transports du Québec et 113 700 de la MRC de Portneuf. Sur le plan comptable, on affiche un déficit d'opération d'un peu plus de 14 000 en 2017. Le budget estimé pour 2018 atteint 274 525 $. Le 15e Festival de films pour l'environnement a pris fin ce samedi 28 avril par le dévoilement du prix du public et la présentation des productions Kino réalisées par une trentaine de personnes en 72 heures. Une douzaine de courts-métrages ont été projetés sur écran. C'est le documentaire de Christian Mathieu Fournier et Nadine Baudet de Deschambault-Grondines, La Maison des Syriens, qui a obtenu la faveur du public parmi les 8 documentaires présentés lors du festival. Pour le 15e, les organisateurs ont opté pour la présentation de films en compagnie des réalisateurs, dont le président d'honneur Jean Lemire, qui a présenté une version inédite de son film Arctique, La dérive des traditions. Écoutons les commentaires que nous ont livrés Christian Mathieu Fournier, Nadine Baudet, le directeur artistique Léo Denis-Carpentier et la marraine du festival Geneviève Bilodeau après le dévoilement du prix du public. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Bonsoir Léo Denis. Bonsoir. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Christian et Nadine, vous avez remporté le prix, en fait, coup de cœur du public, on peut l'appeler comme ça. Comment vous avez réagi justement quand vous avez reçu ce prix? Bien, c'est beaucoup d'émotions parce qu'on l'a présenté il y a quelques heures. Puis moi, le prix du public, c'est le plus beau prix. Ouais. C'est tout le monde qui vote. C'est les gens qui voient le film, tu sais. C'est un vraiment beau prix. Nadine? Moi, je suis encore émue. Ça me touche vraiment beaucoup. C'est un prix inespéré. Puis, ce sont les gens qui sont venus voir le film, qui se sont déplacés. C'est le festival qui organise cet événement-là depuis 15 ans, qui est toujours là. C'est ça le prix aussi. Parlons de la suite maintenant de votre film. Qu'est-ce qui se passe?
Bien, il sort en salle le 11 mai, Montréal, Québec, à Rimouski un peu plus tard. Donc, c'est parti. C'est le grand bonheur, la promotion. Oui. Ce qui nous rend heureux, c'est que l'ouest de Portneuf vient briser des préjugés que les gens des villes parfois ont sur les régions, sur les milieux ruraux. Puis ça, moi, c'est un autre prix, ça. Oui. Et vous êtes toujours aussi dans votre projet pour l'autre accueil de Syriens dans Portneuf? Oui, on fait une suite, un autre film sur le comité de Saint-Raymond et l'autre de Donnacona. Ouais. Cap Santé Portneuf. Alors, ça, on devrait voir ça quand, savez-vous? Bien, peut-être à l'automne 2018 ou à l'hiver 2019. Mais c'est pour bientôt aussi. C'est pour bientôt? Oui. Léo Denis, tu as eu un bel hommage des 15 ans du festival. Comment tu réagis par rapport à ça? Bien, c'est bien touchant, puis c'est beaucoup d'amour. Puis, tu sais, au début, l'environnement, le monde, il parlait plus de déchets, de toutes sortes de choses de même. Puis là, on voit avec l'édition du 15e, tout l'amour puis l'humanité qu'on a réussi à montrer aux gens. Puis on regarde les films comme La Maison des Syriens, Québec profond, c'est ça. Les autres, Jean Lemire, ça a été ça, tout le festival. Fait que je suis vraiment hyper content. Puis ému, oui, parce que dommage même, tu t'attends pas, tu ne dois pas en avoir à tous les jours. Ouais, c'est ça. Comment tu vois la suite maintenant? Me reposer, dormir plus que 2 heures par nuit, voir ma blonde, ma famille, la maison. Là, ma blonde, hier, elle a dit qu'elle avait mis ma photo sur des pintes de lait. Fait que si jamais vous voyez ça, inquiétez-vous pas, je vais être rentré à la maison. Non, mais donc, là, on va faire le bilan comme on fait chaque année, puis on va relancer pour la 16e édition. Geneviève, c'est aussi ton 15e à toi. Tu es fidèle depuis 15 ans. Qu'est-ce qu'on ressent, justement, après ce 15e-là? Bien, quand on aime, on est fidèle, hein? Alors, 15 ans d'amour, 15 ans de fidélité, puis écoute, j'espère que les gens vont s'approprier leur festival. Parce que, tu sais, cet après-midi, je posais la question, il y a des gens, c'était la Maison des Syriens, donc c'était beaucoup des gens du comté de Portneuf, et je leur ai demandé pour qui c'est la première fois qu'ils viennent au festival cette année, et il y en a beaucoup qui ont répondu, et des gens du comté. J'ai dit, est-ce que c'est parce que vous ignoriez l'existence? Puis ils disaient, non, on le savait. J'ai fait des blagues, j'ai dit, comment ça que c'est juste votre premier passage? Mais donc, il y a un travail à faire là qui nous est mystérieux, parce qu'à chaque année, on se pose la question, comment faire pour attirer les gens du coin? Fait que moi, je vous dirais que c'est ça, la suite des choses, c'est de dire, OK, gang, c'est pour vous autres, puis c'est à vous autres, puis en plus, Léo, il inclut tout le monde. Tu sais, c'est toujours en participant, en fait, que les belles rencontres se passent. Et c'est pas tu sais, moi, je viens, mais je suis probablement la seule outsider, là, tu sais, sinon, c'est tout du monde de la place. Fait que, puis moi, ben, je vous ai adopté, puis vous m'avez adopté, fait que je suis comme de la place aussi. Fait que voilà. C'était aussi une première de Québec profond, du documentaire que vous avez réalisé. Quelle est la suite, justement, de ce projet-là? Bien, nous, il a été diffusé à la télévision cette semaine et là, on espère une vie en salle dans des projections communautaires. Là, il n'y aura pas une sortie en cinéma, mais là, on commence déjà à recevoir des courriels de professeurs qui veulent le présenter à leurs élèves ou des gens de tous les coins du Québec qui veulent le présenter. Fait que on espère faire le tour du Québec, puis pourquoi pas le tour du monde, pour aller montrer comment le fleuve est beau et magnifique. Est-ce qu'il pourrait y avoir une deuxième production? On travaille sur un deuxième film. Là, on n'est pas dans le Québec profond. On est à la surface de l'eau, 2-3 pouces de profondeur, parce que là, on filme la rainette faux-grillon, qui est une grenouille en voie qui est menacée, qui est au stade menacé. Alors, et donc là, le milieu humide est très, très... lui aussi subit beaucoup de préjugés, et le milieu humide est magnifique. Et il recèle plein de trésors... beaucoup d'insectes, c'est sûr que quand on les entend, on pense que c'est l'enfer, puis on a juste le goût d'acheter du off. Mais il faut pas. Fait que c'est ça qu'on veut mettre en valeur dans notre deuxième film. Alors, merci beaucoup à vous quatre. Merci, Michel. Merci.
et le directeur général de la commission scolaire de Portneuf, messieurs David Montminy et Luc Galvani, ont dévoilé cette semaine les détails de la 12e édition du tournoi de golf bénéfice qui se tiendra le mercredi 27 juin au club de golf Le Grand Portneuf à Pont-Rouge. Ce tournoi de golf bénéfice permet à chaque année de récolter plus de 20 000 $ destinés à équiper adéquatement les écoles pour favoriser le sport et l'activité physique chez les élèves de niveau primaire et secondaire. Près de 250 000 $ ont été amassés depuis 11 ans, plus de 23 000 l'an dernier. La responsable de la maison d'édition, la collection Tardivelle de la commission scolaire de Portneuf, Mme Roselyne Donne, a accepté la présidence d'honneur de cette 12e édition. Spécifions que la collection Tardivelle met à la disposition des commissions scolaires depuis plus de 20 ans du matériel pédagogique élaboré par des enseignants en formation générale pour soutenir des enseignants dans le processus de réussite des jeunes. Et la nageuse olympique originaire de Pont-Rouge, Audrey Lacroix, agit comme ambassadrice du tournoi. Les joueurs de golf sont invités à s'inscrire sur un formulaire papier disponible au centre administratif Michel Pagé à Donnacona ou sur le site web de la commission scolaire au www.csportneuf.qc.ca. Il s'agit d'un tournoi de 9 ou de 18 trous de type Mulligan à 4 joueurs. Il est possible de ne prendre part qu'au souper de l'événement. Entre 150 et 160 joueurs ont participé au tournoi de golf l'an dernier. Les actualités culturelles et communautaires après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Saint-Raymond a participé en fin de semaine dernière à la finale nationale de Cégep en spectacle. Même s'il n'a pas gagné la grande finale, il s'est mérité un autre prix prestigieux, soit une bourse de mobilité de 1 500 $ pour aller faire 3 jours de spectacle en France, à la Maison du Québec, à Saint-Malo. James se dit très heureux et félicite les autres gagnants et gagnantes ainsi que tous les participants, autant de la finale locale, régionale que nationale. Il remercie sa famille, ses amis qui l'ont suivi, mais aussi tous ceux et celles qui l'ont encouragé et qui ont pris le temps de voter pour lui pour le coup de cœur du public. L'organisme Rue Principale veut connaître vos coups de cœur en matière de centre-ville et de noyaux villageois au Québec. L'agent de développement culturel de la MRC de Portneuf, Éliane Trottier, lance un appel aux Portneuvois pour que notre région fasse partie du palmarès des noyaux villageois aimés des Québécois. Quels sont vos cœurs de village portneuvois préférés, ceux qui se démarquent ou ceux qui sont dynamiques et innovateurs? Pour participer, il s'agit de se rendre sur la page Facebook Portneuf Culturel ou sur le site portneufculturel.com. Ça prend quelques minutes seulement pour mettre en vedette des beaux coins de chez nous. Le mois de mai ramène avec lui les spectacles de fin d'année de plusieurs organismes culturels. Le spectacle « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux » de la troupe Rythme au cœur, sous la direction de Carmel Matt, sera présenté à la salle Luc Plamondon le samedi 26 mai à compter de 20 h. Les coûts des billets de 20 $. Pour savoir comment réserver vos billets, vous pouvez aller voir sur la page Facebook Portneuf Culturel.
La Chante-Harmonie de Saint-Raymond, sous la direction de Hélène Sauvageau, présente le spectacle « Pourquoi chanter quand il y a tant à faire ?» Ça se passe au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Il y aura 2 représentations, soit ce samedi 5 mai à compter de 19h30 et le samedi 6 mai, donc ce samedi 6 mai en après-midi à compter de 14h30. Les billets sont disponibles au coût de 8 $ à la pharmacie Uniprix Picard et Simard. Du côté de l'École de musique de Niarcan, les élèves avancés en batterie auront la chance de jouer avec nul autre que Jean Ravel. Cet artiste invité qui chante avec Morse Code depuis janvier a fait carrière dans de nombreuses méga productions dont Rock Story, Starmania et Notre-Dame de Paris. C'est à la salle Paul-Benoît à Deschambault ce samedi 5 mai à 19h30. Les billets sont en vente au coût de 15 $. Pour information, vous pouvez aller sur la page Facebook de l'École de musique Denis Arcan. L'École de musique de Pont-Rouge présente elle aussi ses concerts du printemps et ça se passe au Moulin Marcoux. Ce samedi 5 mai, il y aura concert des bandes de garage. Le jeudi 10 mai, ce sera au tour du Stage Band et la série se termine avec le concert des élèves le samedi 12 mai. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook École de musique régionale de Pont-Rouge. Ce que réserve maintenant le mois de mai du côté de la Taverne à Saint-Casimir, eh bien ce vendredi 4 mai, la formation Autre chose avec son leader Lucien Franqueur n'a plus besoin de présentation. Elle sera précédée en première partie par le groupe Garnotte. Dès le lendemain, samedi 5 mai, une soirée punk rock présentée par Chose et Festival Québec avec plusieurs groupes, les Pas Sortables, Achigan, Itch et Go et les Go Great Guns. Le vendredi suivant, 11 mai, Dumas présente son spectacle Nos idéaux. Et finalement, le samedi 19 mai, ce sera au tour de Claude Pelgag de venir présenter son spectacle. Elle sera précédée en première partie de Violette Pie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de la Taverne. Et du côté de Saint-Raymond, Fred Fortin sera au Centre multifonctionnel Roland-Dion le samedi 12 mai à compter de 20h avec sa tournée solo. Récipiendaire des Félix de l'auteur-compositeur et du choix de la critique au Gala de la Disque en 2016, Fred Fortin, après une tournée de près de 100 concerts avec Ultramar, poursuit sa route avec un nouveau spectacle en solo. Il réinvestit une formule qui lui est chère, celle du One Man Band, afin d'offrir des versions minimalistes de chansons provenant de chacun de ses albums. Il s'agit d'un spectacle de jeu ferré et de ressources brutes où il s'accompagne à la batterie, à l'harmonica et à la guitare. Il nous offre un parcours intime et magnifié par ses 20 ans de création. Il est un des plus importants auteurs-compositeurs québécois des dernières décennies, il faut le dire. Les billets au coût de 29 $ sont disponibles à la pharmacie Uniprix Picard et Simard. Vous pouvez vous procurer un maximum de 8 billets par transaction. Le documentaire La Maison des Syriens de Nadine Baudet et Christian Mathieu Fournier de Grondines, qu'on vous parlait tantôt, il y a un instant, prendra l'affiche donc dès le 8 mai au cinéma Le Clap à Québec. Le Café Tricot de Donnacona fête sa première année durant toute la journée de ce samedi 5 mai. Une sympathique formule qui invite les gens à tricoter le samedi matin à la sapristie du relais de la Pointe des Écureuils. Le succès de cette activité n'a cessé de croître et ils viennent de partout pour tricoter, tout en prenant un bon café. Les premiers samedis de chaque mois, dès 9h, plutôt de 9h à midi. Pour fêter en grand ce premier anniversaire, les activités débuteront comme à l'habitude avec un avant-midi consacré au tricot. Ensuite, ceux et celles qui auront envie de participer au dîner partage pourront emporter un plat cuisiné ou quelques aliments achetés, comme le veut la formule du potluck. En après-midi, les gens qui le désirent pourront assister à la conférence de la psychologue Annie Jensen intitulée « Tricoter son fil » de 13h à 15h30. Le coût de la conférence est de 10 $. Il est préférable de réserver puisque les places sont limitées. L'activité du tricot le matin, pour sa part, est gratuite. Pour réservation ou information, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook « Le relais de la Pointe des Écureuils ».
Quelques rappels en terminant. Yannick Bergeron présentera son spectacle pour enfants de 3 ans et plus, La magie de la chimie, tome 2, ce dimanche 6 mai à 11h au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Ce chimiste unique en son genre, lauréat du prix de la personnalité scientifique de la presse Radio-Canada, s'est partagé son savoir avec une belle folie. Les billets au coût de 7 $ par personne sont en vente à la pharmacie Picard et Simard de Saint-Raymond. Jean de Neuville, l'École de musique Denis Arcand vous rappelle que la période d'inscription est en cours pour la session printemps-été qui durera 8 semaines, soit du 14 mai au 7 juillet. Les cours se donneront à la sacristie de l'église de Neuville. Vous pouvez aussi vous faire votre préinscription pour la session d'automne. Pour plus d'informations, vous consultez le site web École de musique Denis Arcand. Alors, d'autres nouvelles après la pause. Semaine dans le journal Le Quotidien au Saguenay que l'entreprise de câbleau distribution Derry Télécom et dont le siège social est à la baie a acquis la compagnie Câble Action qui desservait jusqu'ici des territoires de la Nouvelle-Beauce, de l'Estrie, du lac Mégantic et de la Montérégie. Il faut dire que Derry Télécom était déjà actionnaire de Câble Action. Cette transaction fait passer le nombre de portes desservies de 100 000 à 165 000. Et Derry Télécom, qui est maintenant présent dans 13 régions du Québec, consolide sa 3e position comme câbleau distributeur en importance au Québec après Vidéotron et Cogeco. Plus tôt cette année, Derry Télécom avait fait l'acquisition du réseau des îles de la Madeleine et développe aussi la câbleau-distribution dans l'ouest du comté de Portneuf. Le comité de lutte à la pauvreté de Portneuf poursuit son projet d'améliorer la sécurité alimentaire dans Portneuf pour une 2e année grâce à l'appui du CIUS de la capitale nationale et de la MRC de Portneuf. Ce projet vise à améliorer l'accès physique et économique à des aliments sains, nutritifs et en quantité suffisante aux populations vulnérables sur le territoire de Portneuf. Dans la prochaine année, le comité, en collaboration avec la chargée de projet, Sylvie Germain, prévoit mettre en place une table de concertation en sécurité, faire l'inventaire du potentiel des denrées alimentaires récupérables sur le territoire et organiser une 2e journée de réflexion régionale. L'an dernier, la première journée de réflexion a réuni 75 acteurs locaux des milieux communautaires, municipaux et scolaires, des entreprises agroalimentaires et agricoles, ainsi que des citoyens. Des pistes d'action en sécurité alimentaire ont été identifiées et un plan d'action 2018-2020 a été élaboré pour mieux faire face aux enjeux de la sécurité alimentaire. Les membres du comité de lutte à la pauvreté de Portneuf sont Carrefour FM, Portneuf, Serre Volant de Portneuf, Méripi, Maison d'hébergement, Association coopérative d'économie familiale, Collation Santé Portneuf, Carrefour Jeunesse Emploi, l'Arc-en-Ciel, la MRC de Portneuf, la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Marc-des-Carrières, Moisson Québec et le CIUS de la capitale nationale. D'ailleurs, les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Marc-des-Carrières invitent la population à leur 5e souper bénéfice et en camp silencieux ce samedi 5 mai à 17h30 à l'hôtel au Vieux Bardeau à Deschambault-Grondines. Cet événement bénéfice permet de venir en aide aux plus démunis, particulièrement aux gens de l'ouest du comté, sous les formes alimentaires, vestimentaires et autres. En plus du souper et de l'encamp silencieux, les convives pourront s'amuser en dansant au son et à l'animation de Frédéric Lévesque. Les cartes sont en vente au coût de 50 $ en téléphonant au 88 510 91 11. L'homme fort et ambassadeur du groupe BMR depuis 2010, Hugo Girard, était à Saint-Raymond ce samedi 28 avril à la quincaillerie Paulin-Moisan dans le cadre d'une fête pour souligner le changement de bannière. Hugo Girard, âgé de 46 ans et natif de Portneuf-sur-Mer, sur la Côte-Nord, a été sacré l'homme le plus fort du monde à l'âge de 31 ans. En plus d'être à la tête d'une entreprise développant des suppléments et des barres alimentaires, il donne aussi des conférences sur la nutrition, l'entraînement et le dépassement de soi. Il a aussi découvert une passion pour l'animation d'émissions télévisées sur la rénovation.
Le président de Promutuelle Assurance Portneuf-Champlain, M. Michel Gauthier, a été réélu au poste de président du conseil d'administration du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. M. Gauthier est devenu l'an dernier le 22e président de l'organisation qui a été fondée en 1940 et qui regroupe aujourd'hui 3100 coopératives et mutuelles au Québec. On estime à plus de 112 000 le nombre d'emplois générés par les coopératives et mutuelles au Québec, 8,8 millions de membres, particuliers et entreprises, et un chiffre d'affaires total de 39 milliards de dollars. Et un petit mot en terminant pour dire que la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a souligné samedi dernier, 28 avril, le jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Dans la seule région de la capitale nationale, 14 travailleurs ont perdu la vie, soit 4 lors d'un accident de travail et 10 des suites d'une maladie professionnelle en 2017. Au cours de cette même année, près de 9 376 personnes ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans l'ensemble du Québec, en 2017, 62 personnes ont perdu la vie lors d'un accident de travail, 18 décès accidentels de moins qu'en 2016. Et de plus, 168 décès liés à des maladies professionnelles ont été acceptés, soit une augmentation de 31 cas par rapport à 2016. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci Odile, merci Stéphane, Philippe à la régie. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision ici sur le web. Et on se laisse avec des images du moment chanceux au marché d'alimentation Provigo de Saint-Raymond qui avait lieu en direct ce mercredi après-midi 2 mai à 16h15. Mon nom est Josée Bernier, je suis la marchande propriétaire du magasin Provigo ici à Saint-Raymond. Aujourd'hui, c'est un moment chanceux. C'est une promotion qui existe grâce au support de plusieurs fournisseurs. Et aujourd'hui, ce sera votre moment chanceux. Tous les clients qui sont à l'intérieur du périmètre jaune présentement, je vous offre votre épicerie gratuitement. Félicitations!